Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast, dans cette édition spéciale sur le Covid et comment cela avait impacté le développement des bébés. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ça. Je m'appuie sur un article qui a été publié dans Nature en anglais sur les recherches qui ont été faites sur le développement du bébé pendant le Covid, et je pense que c'est très intéressant de pouvoir faire ce bilan sur comment ça a impacté le développement des bébés, et ça peut nous permettre de comprendre aussi comment on va pouvoir les aider. Le titre de l'article, c'était comment le Covid a impacté le développement du cerveau des bébés. Et vous allez voir que c'est intéressant parce que eux, ils ont voulu montrer l'impact sur leur cerveau, mais on va voir que ça a impacté tout un tas d'autres choses. Donc on va voir ça, quels impacts ça a eu, quelle personne ça a le plus touché. Ensuite, on va voir l'impact du masque, et moi j'ai été vraiment surprise par leur conclusion. Et ensuite, on va voir en dernier comment les femmes qui ont été enceintes pendant cette pandémie, comment ça a impacté le cerveau des bébés. Voilà un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui sur ce podcast. Donc, une première étude qui a été faite à l'hôpital pour enfants Morgan Stanley. Donc, c'est 2 ans de recherche sur le développement de l'enfant, et ils ont analysé la communication et le développement moteur jusqu'à 6 mois, et ils ont comparé ce développement moteur avec les enfants qui sont nés avant la pandémie. Donc, les enfants qui sont nés pendant la pandémie avaient des scores beaucoup plus faibles à tous les tests du développement, surtout le développement moteur global, la motricité, la grosse motricité, retournement, ramper, 4 pattes. La motricité fine était également impactée, et toute la partie communication par rapport aux enfants qui sont nés avant la pandémie. Une chose qu'ils ont notée aussi, c'est qu'il n'y avait pas eu d'impact sur le fait que les parents aient eu ou non le Covid. Le fait que les parents avaient été malades ou pas n'avait pas d'impact. Donc c'est vraiment les restrictions, les confinements qui ont impacté cette motricité globale, fine, et la communication. Mais comme moi je m'intéresse beaucoup plus à la motricité, c'est surtout ça qu'on va parler. Et on comprend que qu'est-ce qui s'est passé ? Les parents, ils ont été confinés. Donc les enfants, ils ont été moins déplacés. Ils ont eu moins, on va dire, de stimulation vestibulaire, le terme technique pour dire, finalement, l'enfant, il va être porté de chez lui à la voiture, de la voiture à un autre endroit, chez la grand-mère. Et en fait, on a plein de tout petits déplacements dans lesquels on va porter le bébé dans nos bras, au quotidien normalement, d'accord, pour aller faire nos courses, pour aller faire ci, aller voir quelqu'un, le médecin. Et c'est des tout petits déplacements où l'enfant, il va avoir de la stimulation vestibulaire, c'est comme ça qu'on va pouvoir dire, où il va devoir tenir sa tête, renforcer ses muscles. Et toutes ces choses-là, eh bien, il ne l'a pas eu, puisque l'enfant était vraiment limité beaucoup à la maison. Et pour moi, ça, c'est un des facteurs vraiment, et c'est ce qui montre, c'est l'impact de la pandémie sur ces bébés. Et on a privé de tous ces petits déplacements qu'on fait au quotidien. Et là, on parle, c'est des centaines de milliers de bébés qui ont été impactés, et leur développement moteur ont été impactés. C'est ce qu'ils ont noté aussi dans cette étude, et ce qui est intéressant, c'est que ils ont montré que plus on avait une catégorie sociale défavorisée, plus il y avait d'impact. Une autre chose qu'ils ont noté, c'est que ça touchait plus les garçons que les filles. Ça, c'est intéressant aussi parce que c'est la même chose qu'on va retrouver dans les études sur les problèmes de plagiocéphalie, d'accord ? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a 7 garçons pour une fille qui va avoir une plagiocéphalie, une déformation au niveau du crâne, un aplatissement de la tête. Et là, on retrouve la même chose, qu'il y a un impact plus important chez les garçons que chez les filles. Alors, en tout cas, sur les plagiocéphalies, on ne sait pas pourquoi c'est plus les garçons que les filles.
Et ça, c'est vraiment une question qui reste dans ma tête depuis un moment. Et si jamais quelqu'un trouve la réponse, je la veux bien. Mais voilà, on retrouve la même chose. Ça impacte plus les garçons. Et pour moi, un truc qui est vraiment super à comprendre, c'est que l'impact, là où il a été le plus grand entre motricité globale, motricité fine et communication, là où la chute a été la plus grosse, c'est la motricité globale. Waouh! Et oui, parce que on a privé les enfants de mouvement. Donc, on a privé les parents de mouvement, mais forcément, comme le tout petit est d'abord porté par ses parents, et que les premiers mouvements qu'il va faire, c'est grâce à ses parents, parce qu'il est porté et déplacé, eh bien, c'est là où on a le plus d'impact. On viendra aux choses positives plus tard, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses où on peut récupérer. Les enfants, ils sont très adaptatifs et on peut récupérer ce retard qu'il y a et ça me donne encore plus confiance dans le travail que je fais en accompagnant les professionnels justement pour stimuler ces enfants et les aider à récupérer. On a une autre étude qui a été faite sur 600 enfants entre 3 mois et 3 ans. Et il y en a donc 39 qui sont nés pendant la pandémie. Et donc là, on a regardé le langage, la capacité à faire des puzzles et le développement moteur. Ils ont regardé la capacité à se mettre debout et à marcher. Et donc là, c'est une étude un peu plus ancienne, hein, donc il y a plus de recul et on voit vraiment sur le graphique que les 2 dernières années, donc les 2 années de la pandémie, on a une chute, la courbe, on voit vraiment la courbe qui se casse avec une chute sur toutes ces compétences des enfants, dont le développement moteur aussi. Dans cet article, il donne également d'autres études qui ont été faites dans d'autres situations où il y a eu des contraintes, où les enfants en situation, il y a eu des inondations, où voilà, il y a eu d'autres choses. Donc là, on a plus de recul, d'accord, parce que c'est des choses qui sont beaucoup plus anciennes. Et ce qu'ils ont noté, c'est que dès qu'on a une levée des restrictions, les enfants récupèrent en fait une partie de ce qu'ils ont, là où ils ont été freinés. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on voit aussi avec la compréhension des réflexes archaïques. Et quand moi j'ai étudié les réflexes archaïques chez les enfants, c'était pour les enfants à partir de 5-6 ans. Comment on va faire quand un réflexe archaïque y perdure et qui va perturber l'apprentissage de l'enfant. Et on se rend compte qu'en faisant certains mouvements, certains exercices bien spécifiques, eh bien, on a vraiment une progression nette des enfants et ils récupèrent. D'accord ? Donc ça, c'est chouette. C'est-à-dire qu'on peut faire... on a encore des choses à faire et tout au long de la vie d'ailleurs, hein, si on veut encore aller plus loin, pour nous aider. Ensuite, on a une étude qui a été faite par Deoni et elle a montré, elle, que plus les restrictions avaient été longues, plus on observe de retard chez les enfants et elle impacte ça au fait qu'on a eu un manque d'interaction avec d'autres adultes que les parents et qu'on a eu les enfants, ils ont eu un manque d'occasion de pratiquer leur développement moteur parce qu'ils n'ont pas joué dans des parcs, ils n'ont pas joué, peut-être ils ont moins joué à l'extérieur, même chez des petits, et ils n'ont pas eu la chance d'interagir avec des autres enfants. Donc ça, voilà, on a aussi... Elle explique ça comme ça. Moi, j'explique par tous ces petits mouvements du quotidien que l'enfant n'a pas eu. Mais c'est intéressant d'avoir aussi cette étude. On a une autre étude en Afrique subsaharienne, Éthiopie, Kenya, Libéria, Tanzanie,
Ouganda. Et là, dans cette étude, ils ont montré que les enfants avaient perdu l'équivalent d'une année d'apprentissage. Donc, voilà, on voit vraiment que là, on a un impact du confinement et de la pandémie sur les enfants. Et c'est intéressant parce que maintenant, on va sortir de cette pandémie. Donc, on a plein de choses qu'on va pouvoir faire pour stimuler, accompagner les enfants dans les apprentissages, mais aussi, pour moi, surtout, récupérer du mouvement et de la motricité. Parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez déjà, mais qu'on a un impact entre la motricité et la cognition. C'est pas deux choses qu'il faut séparer, c'est deux choses qui vont ensemble. Et si vous voulez comprendre un peu plus ça, j'ai fait un e-book qui vous explique plus en détail, voilà, vraiment ce lien entre motricité et cognition et les réflexes archaïques et tout ça, comment tout ça fonctionne ensemble pour vraiment comprendre que c'est pas asseoir un enfant à une chaise et vouloir lui faire rentrer des trucs dans son cerveau, ça marche pas. Les mécanismes sont plus complets. On a besoin de motricité pour apprendre. On a besoin que, ne serait-ce que pour lire, il faut que le corps il reste immobile et que l'œil puisse bouger. Et l'immobilité, c'est plus compliqué que le mouvement. Et c'est un présupposé que les enfants auront cette capacité à s'asseoir et à rester stable et que leur œil va bouger pour lire les mots, d'accord ? Et souvent, dans les apprentissages, on oublie que le corps, il doit être prêt pour apprendre. Et donc, pour moi, la première chose qu'on va devoir faire avec les enfants, là, c'est la motricité. Et ensuite, une fois que le corps, il sera prêt, il sera capable de faire ces mouvements-là, eh bien, on pourra travailler sur les apprentissages. C'est un peu comme faire... c'est les fondations, en fait. Les fondations de la maison, d'accord ? On veut un corps qui puisse bouger comme l'enfant y veut. Et pas qu'on ait ces réflexes archaïques qui viennent nous embêter ou... voilà, on veut que l'enfant il puisse maîtriser son corps pour ensuite pouvoir apprendre. Ensuite, il y a eu plusieurs études sur l'effet du masque. Et en vrai, moi, je pensais que ça avait eu un impact important parce que j'ai trouvé ça hyper dur de devoir mettre le masque, ne serait-ce sur la capacité à inspirer de l'oxygène. Ça freine quand même l'entrée de l'air. Hein, donc... quand on voit toutes les études sur la respiration et l'importance de la respiration, je suis étonnée qu'ils n'aient pas trouvé plus de choses. Mais voilà, je vais vous donner les études qui ont été faites. Donc, on a une étude d'Edward Tronick de l'université Massachusetts à Boston. Et donc lui, il dit que le masque ne semble pas interférer avec les émotions et avec la perception du langage pour les enfants. Et que les enfants, ils comprennent très bien les mots derrière le masque. Donc voilà, ça c'est une étude et c'est quelqu'un qui avait déjà fait des études sur la capacité des enfants à comprendre les émotions en regardant le visage. Quoi, voilà. Et c'était quelqu'un qui avait déjà étudié ça. Et il y a une autre étude où ils ont montré quand même là qu'il y avait une plus grande difficulté à percevoir les émotions avec le masque, mais pas plus qu'avec des lunettes de soleil. Voilà. Donc moi je suis quand même un peu étonnée et j'aimerais bien qu'il y ait des études sur comment ça impacte l'oxygénation du corps et l'oxygénation du cerveau. Mais voilà, donc j'espère qu'il y en aura plus tard pour avoir un petit peu de recul là-dessus. Et donc la dernière partie, c'est sur le stress pendant la grossesse. Donc là, c'est une chercheuse canadienne, Catherine Lebel, de l'université de Calgary. Et donc, elle a étudié 8000 grossesses pendant la pandémie. Et donc, elle a retrouvé à peu près 50% de femmes qui souffraient d'anxiété et à peu près un tiers de dépression. Et donc, ce qu'elle a noté, c'est que c'est bien plus haut que ce qu'elle pouvait observer normalement. Et elle s'est demandé comment ça affectait les bébés.
Donc, elle a fait une IRM sur 75 enfants, sur des bébés de 3 mois, pour voir l'impact sur le cerveau des bébés. Ce qu'elle a noté, c'est que les femmes les plus stressées, les plus anxieuses, on avait observé une modification des structures au niveau des connexions entre l'amygdale et certaines autres régions du cerveau qui étaient principalement responsables de la gestion des émotions et des régions responsables des fonctions exécutives, donc pouvoir faire des choses, quoi. Donc là aussi, on a un impact entre le stress de la grossesse et même le cerveau des bébés. D'un côté, c'est dur parce que si on a été enceinte et stressée, je pense que ça peut apporter beaucoup de culpabilité. Je prends mon cas, pour mon deuxième enfant, je faisais des poussées de stress des fois, enceinte, et on se demande toujours comment ça peut impacter son bébé. Mais je pense que comme le développement moteur, on a quand même les enfants ont une capacité de résilience, et puis ça sert à rien de se flageller une fois que c'est fait, et qu'on a plein de choses à faire après, quoi. J'espère que ça va pas trop créer encore plus de stress, puisque c'est pas le but chez les femmes enceintes. Mais pour les professionnels, c'est intéressant parce qu'on sait qu'on peut être peut-être beaucoup plus attentif à ces bébés et à les accompagner plus, à proposer plus de séances, à être plus soutenant pour ces femmes. Donc plutôt chercher le positif que de se déprimer, quoi. Catherine Lebel, dans une précédente étude, elle avait montré que ça avait plus d'impact chez les garçons encore, désolé, bébés garçons, ils n'ont pas de chance, mais ils ont plus d'impact. Et elle a montré que ça avait un lien, ces modifications qu'elle retrouvait chez le cerveau, ça avait un lien avec des comportements agressifs et l'hyperactivité à l'âge préscolaire. Donc ça, c'était dans une autre étude avant, mais elle avait retrouvé ces mêmes modifications. Et moi, je me pose la question, mais est-ce que, du coup, chez les filles, ça se modifie autrement, et peut-être que c'est moins visible, et du coup, peut-être moins étudié, parce que les filles, peut-être elles vont être plus tranquilles, et peut-être ça va les inhiber, donc on va pas faire d'études dessus, mais je vois pas pourquoi ça aurait un impact sur les garçons et pas sur les filles. Mais voilà, donc dans son étude, elle a montré vraiment sur les garçons, quoi. Et donc finalement, la conclusion, c'est vraiment que ces 1000 premiers jours, c'est vraiment les 1000 premiers jours de l'enfance, c'est vraiment une période importante pour établir des bases solides, et c'est une période où l'enfant il va avoir besoin d'être stimulé, de jouer avec lui, et même chez des tout petits, et c'est vraiment ça moi qui est important pour moi, d'avoir dès le début ces bonnes habitudes qui vont aider l'enfant à faire tout son développement moteur, donc tenir sa tête, jouer à plat ventre, se retourner, ramper, faire du quatre pattes, puis se mettre debout. Et c'est intéressant parce que là, on a vu tous les effets négatifs de la pandémie, mais toutes ces étapes que je viens de vous citer, c'est jamais trop tard pour les faire, et c'est jamais trop tard pour que ça améliore plein de choses, parce que cette motricité, elle va avoir un impact sur les réflexes archaïques, mais sur la posture, et ça, c'est des choses qu'on va réutiliser sur des enfants plus grands qui ont des difficultés d'apprentissage. On va refaire ces étapes du développement moteur pour intégrer les réflexes archaïques. Mais moi, c'est des choses que je vais aussi utiliser chez les adultes, chez des sportifs, chez des personnes âgées. On va réutiliser ces grandes étapes du développement moteur, et ça marche excessivement bien. Donc j'avais envie de finir sur quelque chose de plus positif en se disant
il n'est jamais trop tard pour faire ces étapes parce que ça a un impact sur plein de choses. Et je vous encourage à tester, même si vous êtes adulte, de faire ça, de vous retourner, de ramper, de faire du quatre pattes pour sentir dans votre corps qu'est-ce que ça vous fait, comment vous vous sentez. Parce que c'est vraiment... On a des modifications en faisant ces étapes-là, même chez nous, adultes. Donc voilà, je voulais finir sur cette petite note positive. Et si vous avez envie de découvrir un peu plus mon travail, eh bien, ça se trouve sur le blog Le Mouvement qui soigne. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux et à me dire où vous avez écouté ce podcast. Je serais ravie d'entendre un petit peu plus où vous êtes et ce que vous faites pendant que vous écoutez ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.